savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la fin de la saga judiciaire du juge de Lille. 15 ans dedans. On a enfin connu le dénouement aujourd'hui. Là. On se comprend, c'est pas une surprise. Là. Le coup, si on veut, là, de Massue, il c'était hier, lorsqu'on a appris qu'il allait finalement... plaider coupable. Mais on était quand même curieux de savoir, il allait plaider coupable à quoi? Parce qu'il avait toujours plaidé son innocence. Oui. Mais il y avait quand même, dans une entrevue là, à Radio-Canada, une entrevue qu'il avait donnée vraiment spéciale à partir de la prison. Il avait raconté ce qu'il disait cette fois-ci être la vraie histoire. Donc, avoir assisté à un suicide, là, avoir aidé sa conjointe à se suicider. Puis là, on se demandait comment on allait réconcilier tout ça. À quoi pouvait-il plaider coupable? Homicide au 2e degré, donc homicide involontaire. C'est vraiment ça à quoi il a plaidé aujourd'hui. Chose étrange, c'est que ni la défense ni la couronne, dans ce dossier-là, ont la même version des faits. Mais essentiellement, dans les deux cas, ça répond à la définition d'homicide involontaire. Donc, ils s'entendent pas exactement ce qui est arrivé vraiment. Ce qu'on appelle le récit des événements, ils s'entendent pas. Mais les deux peuvent rentrer sous l'espèce de coupole, là, homicide involontaire. Et surtout, tu sais, dans le fond, l'enjeu, ils s'entendent sur une sentence. Ils sont entendus sur une sentence qui permettait de régler le dossier. Exactement. Puis la sentence, là, peine globale de 8 ans et 311 jours de détention. Mais Pourquoi 311? Parce qu'il a purgé 8 ans, 310. Moi, je connaissais pas cette règle-là. Tu ne peux pas condamner quelqu'un à une peine déjà purgée. La loi permet pas, je sais pas comment c'est formulé, mais tu ne peux pas condamner quelqu'un à du temps déjà fait, le précis. Oui, parce que c'est le même homicide, essentiellement. Là. Ouais. Il a déjà purgé des années de prison. Cette fois-là, c'était pour meurtre prémédité, donc meurtre premier. Là, il y avait eu toute cette saga. Est-ce qu'il allait avoir un deuxième procès? Jusqu'au ministre de la Justice qui a ordonné à un comité d'étudier l'existence d'une erreur judiciaire et ils sont arrivés à la conclusion, ces experts, que oui, il y avait eu erreur judiciaire, donc au point où on demande la reprise là, du procès. Absolument. Et là, dans ce cas-ci, comme je l'ai dit, on a dit, du côté des deux parties, que c'est dans l'intérêt supérieur de la justice. Là. C'est les mots qu'on a utilisés pour dire, là, il est temps de fermer les livres là-dessus. On s'est entendu sur la peine. Là, on s'en allait dans peut-être une décision de la Cour suprême au cours des prochains mois qui aurait pu annuler le procès, mais probablement, je sais pas, il aurait peut-être été maintenu, probablement été maintenu. On parle d'un procès qui aurait eu lieu en 2026. Donc là, tu as le coût pour la justice, l'encombrement du réseau. Pour un homme qui aurait eu quoi? Le rendu au procès 91, 92 ans. Ouais. Puis là, tu refais un procès, tu reconvoques un jury pour un procès. Moi, je pense qu'effectivement, l'intérêt de la justice est servi. De toute façon, c'est pas comme s'il s'en était sorti. Il a fait 9 ans en prison quand même. Là. Quand même. Donc, moi, je pense que ça a de l'allure comme façon de... Il a plaidé coupable. Pour lui, quand même, il y a un aveu parce que il a toujours maintenu sa version, toujours plaidé non coupable. Là, il est quand même allé devant la justice, a plaidé coupable. Ouais. Et donc, il a fait de la prison aujourd'hui pendant quelques heures. Pendant quelques heures, alors qu'il est déjà libéré. Oui, ça a l'air qu'il a été frustré là, par les menottes. Oui, absolument, parce qu'il y a certains problèmes de surdité aussi. Donc, l'ex-juge de Lille, des fois, semble un peu perdu, mais là, lorsqu'on est venu du côté des constables spéciaux vouloir lui remettre les menottes, il était pas content du tout. Là. Il a comme dit, c'est pas vrai. Puis là, on a dit, regardez, c'est le protocole, c'est la procédure, faut parce le suivre à la lettre. Il partait comme un détenu là, pour une journée en prison, mais il partait quand même pour un détenu qui avait plaidé coupable et donc il devait aller passer sa journée en prison. Essentiellement, je pense que c'était plus administratif. Il est allé signer des papiers. Puis... Ouais, c'est ça. On t'assoit 5 minutes, on te relève, puis c'est beau, vous êtes libéré. On se comprend que ça a été rapide de ce côté-là. Si on revient aux versions des faits dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est essentiellement quand même dans la même version là, depuis le début que présente le juge de Lille. C'est juste que cette fois-ci, on a plaidé coupable d'homicide involontaire autour de tout ça. Parce que du côté du juge de Lille, c'est exactement ce que tu disais, Mario. On a sa femme qui se serait tuée, mais avec, on comprend, une arme fournie par le juge de Lille lui-même. Chargée. Exact, une arme qu'il n'avait pas le droit de posséder non plus, d'ailleurs, et qui aurait laissé sur la table, serait parti faire des courses. Pendant ce temps-là, Nicole Rainville, sa femme, aurait fait feu, mais là, de manière non conventionnelle. Ça aussi, c'est bizarre. Aurait tenu l'arme à feu à l'envers de sa main gauche, si on comprend, la crosse vers le haut, le canon vers le bas, se serait tiré dans la tête. C'est ça qui aurait fait une espèce de trace noire dans sa main qui était
un des éléments clés du procès à l'origine. Puis du côté de la couronne, on continue à le maintenir. Eux disent que Jacques Delisle a assassiné sa conjointe, entre autres parce qu'il voulait faire sa vie commune avec sa maîtresse, ne voulait pas avoir un divorce qui allait lui coûter quelque chose comme 1,4 million de dollars, et donc aurait fait feu à bout portant. Nicole Rainville aurait eu une blessure défensive à la main en tentant de bloquer tout ça, et c'est ça qui aurait causé la fameuse tache noire dans la main. Donc, les versions, tout le monde est resté sur son camp, mais on s'est entendu que c'était mieux de fermer les livres une bonne fois pour tout, pour le contribuable, pour le système de justice. Donc Jacques Delisle, qui, à l'heure où on enregistre Mario, est un homme libre, officiellement désormais. Actualité. Et qu'il y en a des vidéos de cours d'école qui circulent par les temps qui courent. Ouais, Mario. mais c'en est une solide, ça, quand même, là. Batte de baseball. Ouais, on est plus proche là, de cette vidéo qu'on avait vue là, à Berthierville du père de famille là, qui était allé empoigner un jeune, on s'en souviendra. Là, il n'y a pas eu d'état de violence directement, mais disons que ça a brassé pas mal, alors que c'est une mère de famille cette fois-ci, là, dans une vidéo qui circule depuis une couple de jours sur les réseaux sociaux. Une mère de famille de Saint-Georges en Beauce qui est dans une cour d'école, va chercher son fils, puis débarque là, Mario, avec un bat de baseball. Littéralement. Là. On parle du bat de baseball dans les mains. On comprend que... Ce que la version, c'est que ses enfants jouent au baseball et que le bat est dans la valise en tout temps. Exact. De l'auto. Voilà. Puis elle l'a pas utilisé, on comprend. Elle l'a pas cogné un jeune. Elle l'a pas même tenu, si on veut, là, qu'on se comprend, là, de menaces directes avec le bat de baseball, mais quand même, là, débarquer dans le cours d'école, tout ça parce qu'il y a eu des menaces de mort. Ben là, c'est ce que j'allais dire. Quand t'entends l'histoire, OK, une mère, puis là, tu vois le bat de baseball dans ses mains, tu dis « wow ». Mais quand tu vois ce dont son fils était menacé, parce que là, c'est plus... Tu sais, on appelle ça de l'intimidation. Là, c'est de l'intimidation avec un grand I, là. Ouais, on est rendu dans le criminel, littéralement, Ben oui. Mario, on peut le dire de ce côté-là. Parce qu'à peu près... Là, cet événement-là, lui, s'est produit il y a 2 semaines dans la cour de la polyvalente de Saint-Georges. Mais il faut comprendre qu'avant ça, le fils de 14 ans de cette mère de famille-là, qui est en secondaire 2, a reçu des menaces de mort. Il y a un élève qui aurait menacé de le poignarder, là, littéralement. Donc, on va pas menacé, on va te taper sa gueule, le poignarder, Ouais. et un couteau a été trouvé. Oui, exactement. Donc, c'est parce pas que là, juste un mot, là, j'ai entendu ça à la TV, poignardé, puis je répète ça pour faire peur. Il y a vraiment un couteau qui a été trouvé, un jeune qui a été arrêté. ouais, c'est un jeune qui fréquentait plus, semble-t-il, la polyvalente de Saint-Georges, mais qui, quand même, là, on a pris ça assez au sérieux du côté de la Sûreté du Québec pour intervenir. Et là, oui, on trouve un couteau, on arrête le jeune en question. Mais l'histoire finit pas là. Parce que les amis du jeune en question, là, celui qui a été arrêté, celui qui avait un couteau sur lui, ben, sa gang à lui, si on veut, ben, menace de péter la gueule, là, cette fois-ci, là, de battre, de tabasser le jeune de 14 ans, le fils de la dame, dans la vidéo. Et c'est pour ça que là, il y avait un rendez-vous vers midi. La mère se présente à l'école pour aller le chercher. Puis là, est mise au courant des nouvelles menaces, réagit, attrape le bat de baseball dans l'auto, puis s'en va chercher son fils en confrontant là, verbalement, de manière assez agressive, merci, les jeunes autour. Mais sans jamais, il faut le répéter, en tout cas, ceux qui ont regardé la vidéo du début à la fin, sans jamais lever le bâton de baseball, le brandir, vraiment, c'est comme elle tient le long de sa jambe. Là. Il est bas le long de sa jambe, mais bon, on comprend que c'est un effet dissuasif. Un argument pour être pris plus au sérieux dans son propos, mais curieusement, le jeune qui a l'engueule n'a pas l'air d'avoir peur. Pas du tout, là. Hein? Il reste fixe devant elle, à 6 pouces de son nez. Il n'a pas l'air du tout intimidé par le bâton de baseball. Le zéro. Ouais. Fait que dans tous les cas, c'est une histoire qui rappelle, encore une fois, les actes de violence à l'école qui se multiplient. Dans ce cas-ci, il y a eu une menace fondée, sérieuse et extrêmement violente dans ce dossier-là. Donc ça, c'est à la police, à la justice de faire face à ça. Mais pour l'intimidation, le reste des menaces, le gang qui veut te tabasser... L'intimidation avec un couteau, c'est comme un autre niveau. Par contre, le centre de service scolaire, c'est pas vérifiable tellement comme fait, mais eux sont pas positifs, mais ils disent, ça fait déjà plusieurs jours, là, à cette étape-ci, il y a des démarches de conciliation entre toutes les familles impliquées, la police, l'école, comme s'il y a quelque chose qui est... Il y a un processus. Il y a un processus que ce serait en train de s'arranger. Tant mieux si c'est vrai, tant mieux si c'est le cas. Oui. Puis là, parlant de processus, parlant de violence à l'école, Mario, plus tôt aujourd'hui à l'émission de notre collègue Richard Martineau, là, dans son épisode, il a reçu la présidente de la Fédération des comités de parents du Québec, là, Mélanie Laviolette, pour la faire réagir un peu. Là, parce que si on se replace dans le temps, oui, il y a cette vidéo-là aujourd'hui.
Hier, c'était une autre vidéo là, de jeunes qui se battent, là, qui à grands coups tapent sa gueule. Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu et qui sont filmés. Là, le classique des temps modernes, Mario, je vais le dire comme ça. Un cercle de jeunes qui interviennent pas, qui ont tous leur téléphone sorti puis qui sont en train de filmer ça comme si c'était un combat de coq. Et là, ben, face à toute cette violence-là, on a décidé de parler du côté de Richard à cette présidente pour lui savoir qu'est-ce que les parents pensent de tout ça. Est-ce que c'est à l'école d'intervenir? Est-ce que les parents doivent plus intervenir? Puis il est revenu avec des propos, Mario, qui rejoignent essentiellement là, ceux qu'on a beaucoup entendus. Là. Les parents doivent prendre leurs responsabilités aussi. L'école a une limite, surtout quand on est dans le public. C'est pas comme si on pouvait sacrer dehors de l'éducation complète là, un jeune qui fait du grabuge à un jeune âge. Mais surtout, elle a tenu à rappeler, là, si on voit l'exemple de cette école-là à Saint-Georges-de-Beauce qui est active, là, qui prend des mesures, qui fait de la conciliation, elle a rappelé qu'il y a encore, là, dans le plan de la lutte contre l'intimidation qui a été mis en place en 2012 dans chaque école, il y a des outils, il y a des moyens qui des fois sont juste ignorés ou pas utilisés. On peut l'écouter. Je le dis souvent, je le répète, puis je pense que je le répéterai jamais assez. Les plans de lutte sont là pour... C'est un réel outil qui est mal utilisé. Et je pense qu'on se doit de le remettre de l'avant et qu'il soit connu des directions d'école, des enseignants, des surveillants sur la cour également, mais des parents. Surtout des parents. Puis c'est là que c'est intéressant parce que on l'entend souvent le plan. Là, excellent. D'abord, j'aime bien la présidente de la Fédération des comités de parents. Puis je suis assez content d'en avoir une présentement en poste qui est capable, pas qu'elle va blâmer les parents pour tout, son rôle c'est de défendre les parents, mais qui, à l'inverse, est capable de nommer les choses, de parler de la responsabilité des parents, qui fait pas, tu sais, la fameuse position de tous les groupes de pression. Là. C'est quoi la position d'un groupe de pression? C'est d'arriver et de dire, c'est pas de notre faute. C'est de la faute à tout le monde sauf nous. Oui. Donc, ça fait du bien d'entendre une présidente de comité de parents qui interpelle tout le monde, puis le gouvernement, puis oui, mais qui dit, nous, les parents, nous avons aussi un devoir, un rôle à jouer. Bravo. Voilà, donc c'est un appel. C'est à réécouter, d'ailleurs. Entrevue fort intéressante, je le rappelle, ce matin, ici à Cube, avec Richard Martineau. Tout savoir en 24 minutes. Bon, on parlait de violence, on parlait de grabuge. On va se déplacer de la cour d'école jusque dans les organismes communautaires, Mario, parce que ça a été rapporté plus tôt aujourd'hui par notre collègue du Journal de Montréal, Clara Loiseau, qui a parlé à des organismes, là, entre autres, qui se trouvent là, dans le quartier Parc Extension à Montréal. On parle de Cuisine et Vie Collective Saint-Roch et de l'organisme Afrique au féminin, qui font de la distribution alimentaire. Là, on a des classiques, Mario. On les a entendus, mais on va les répéter parce que c'est important. Depuis la pandémie, ça a explosé. Là. Des demandes en fou. Mais là, particulièrement, on dit que c'est des gens, beaucoup des nouveaux arrivants. Peut-être là-dedans, on ne peut pas le confirmer. Des récents demandeurs d'asile qui ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Exactement, Mario. Et souvent, allophones. Des gens qui ne parlent pas français, pas anglais, puis qui ont de la difficulté à se faire comprendre, mais qui ont faim, qui ont de la difficulté à avoir un toit sur leur tête et qui, veulent de la nourriture. Le mot se passe dans le quartier. Et c'est comme ça que là, du côté, par exemple, de Cuisine et Vie Collective Saint-Roch, on a dû appeler, là, plutôt cette semaine, lundi, la police. Ni plus ni moins. Pour gérer la file d'attente pour des aliments. Exactement, parce que là, on parle de près de 500 personnes, 300 qui sont pas membres de l'organisme, parce que tu peux t'inscrire pour aller chercher tous les lundis un panier de nourriture. Mais comme de toute ça, façon, eux n'ont pas les quantités. Je veux dire, ils peuvent pas nourrir tout ce monde-là. Là. Mais ils peuvent pas fournir, ils peuvent pas nourrir tout ce monde-là. Mario, puis là, d'un coup, ils sont beaucoup plus nombreux que d'habitude. Ça augmente constamment. Puis là, ça devient un peu, le premier arrivé, premier servi. Puis là, il y a des gens qui arrivent extrêmement tôt. Il y a des cas, justement, de gens qui sont là des heures et des heures et des heures et des heures d'avance juste pour être certain d'avoir un panier. Mais là, c'est que dans la foule, dans le fil, ça se bouscule, ça se pousse, il y a du grabuge. Et là, la police doit intervenir. S'il n'y a pas un signe, Mario, qu'on a de la difficulté à arriver avec nos organismes communautaires puis qu'il y a de la misère qui règne, ça, c'en est un. Mais je voyais encore aujourd'hui, je faisais un peu de recherche là-dessus. Tu sais, en Ontario, on l'a pas vécu à Montréal encore, mais en Ontario, il y avait eu, entre autres sur TikTok, là, beaucoup de vidéos d'étudiants étrangers. Puis qui disaient, là, il y en a que je regarde, en anglais, je les comprends, mais il y en a dans toutes les langues. Je pense qu'il y en a en Punjabi, il y en a en arabe, il y en a dans toutes les langues. Mais qui disent toujours le même message. There's free food in Canada. Donc, on présente les banques alimentaires, non pas comme une option de dernier recours, puis, tu sais, si vous êtes... Donc, on dit à des étudiants étrangers, vous venez étudier au Canada. Bien, techniquement, si tu es étudiant étranger et tu viens étudier au Canada, c'est que tu as prouvé au gouvernement canadien que tu avais les moyens, là, que tu avais les ressources financières, que tu étais capable de te loger, de te nourrir, sinon tu n'aurais pas accepté. Mais là, c'est sûr que
There's free food in Canada. Il y a de la nourriture. Au Canada, la nourriture est gratuite. On la donne. Inscrivez-vous à une banque alimentaire. Ouais. Et donc, des banques alimentaires ont été obligées de mettre en place, à Brampton, dans différents coins du Grand Toronto, mettre en place des mesures d'exclusion des étudiants étrangers, donc de tri, de vérification des identités pour exclure les étudiants étrangers. Puis là, en même temps, les organismes communautaires, c'est pas leur but dans la vie d'exclure du monde. Ben non, on s'entend dessus. Mais c'est juste comme tu dis, là, ça déborde. Tu te rends compte que là, tu as des familles vraiment dans le besoin, mais là, tu n'auras plus de la nourriture pour eux parce que là, d'autres sont venus un peu profiter qui viennent d'arriver comme étudiants, mais ils ont vu ça sur TikTok. Ici au Canada, on donne la nourriture. Fait que go, vas-y, inscris-toi. Puis s'il y a bien une source d'information véridique, Mario, c'est TikTok en plus. Dans ce cas-ci, c'était véridique. On leur disait présentez-vous à des banques alimentaires, puis les gens le faisaient, puis ils obtenaient de la nourriture jusqu'à temps que quelqu'un dise hey, là, on abuse de nous, là, tu sais. Ouais, c'est toute une situation. D'ailleurs, un peu plus tard à l'épisode ici, restez des nôtres, Rose Gogel, qui est la directrice générale de l'un de ces organismes-là, celui d'Afrique au féminin, qui va être avec nous pour nous exposer la situation. Tu le dis, Mario, pour eux, on s'entend-tu que c'est l'antithèse de ce qu'ils veulent faire, justement. Exclure des gens, c'est juste que là, ça se peut plus, là. Tout savoir en 24 minutes. On a eu récemment des nouvelles statistiques sur les cas de disparition. Les disparitions d'un certain groupe d'âge, les adolescents. Et là, on dit que partout au Québec, là, toutes régions confondues, ça a presque quadruplé dans les dernières années, là, selon les statistiques de la Sûreté du Québec. Disparition d'adolescents, là, on parle entre 13 et 17 ans. On était, en 2018, à 696, par exemple, dans une année. 2520 disparitions d'adolescents en 2023, Mario. Là. Quadruplé, littéralement. Une explosion. 60% de ces fugues-là, dit-on, proviennent de la grande banque, la grande famille, je vais le dire comme ça un peu ironiquement, de la DPJ. Mario, là. Des jeunes en centre jeunesse. Qui étaient hébergés en centre jeunesse et qui fuient. Et qui fuient, là, qui sacent leur camp, honnêtement, qui disparaissent de la maison, qui disparaissent du monde de la famille, puis qui prennent la poudre d'escampette. Ouais. Qui peuvent fuir pour deux raisons. Ils peuvent fuir carrément parce qu'ils veulent plus vivre ça, ils aiment pas ça, ils fuient les règles, l'espèce de sentiment d'être en prison. Ils peuvent aussi être recrutés par, dans le cas des fugueuses, là, ils peuvent aussi être recrutés par des gangs là, ou des proxénètes ou des gens qui veulent en abuser. Oui, exactement. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, là, on dit que c'est quasiment 75% des cas qui reviennent dans 2 jours. Là. Ça dure pas longtemps, règle générale, ces disparitions-là. Là. C'est des classiques cas de fugue. Mais pour le reste, il y a du monde qui se volatilise, littéralement. Puis c'est ce qui est pointé beaucoup, entre autres, par les anciens jeunes de la DPJ. Là. Des jeunes qui ont fait les centres jeunesse, qui expliquent... Là, c'est comme un milieu carcéral. T'es presque en prison. T'as des grillages sur ta fenêtre. T'es dans une petite chambre qui est quasiment une cellule exiguë. Puis là, c'est un appel qui est ramené, Mario, puis on se comprend. Là. C'est pas la première ni la dernière fois qu'on va décrier certaines conditions là, qui sont mises en place dans les centres jeunesse, le manque d'argent, le manque de ressources, le manque de personnel. On se comprend. C'est pas nouveau. Mais d'avoir comme ça des anciens qui décrivent tout ça, c'est pas encore une fois de démontrer à quel point ça a besoin d'amour, là, notre système de la DPJ et notre réseau. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Rapidement, on a un infirmier de l'urgence de l'hôpital du Lakeshore qui a été radié pour plusieurs mois parce qu'il aurait fait de la négligence dans les soins sur un patient. Drôle de cas, Mario, qui se passe... aux conséquences lourdes, là. Ouais, qui se passe le 14 juin 2022. Un patient, son identité protégée, on ne peut pas la révéler, qui débarque à l'hôpital, se plaint de problèmes cardiaques. On lui met un moniteur et là, un peu après minuit, on constate pas de douleur à la poitrine, tout va bien. Mais ça se détériore rapidement. L'homme en question dit « j'ai mal. » Il se passe pas grand-chose. Appelle sa conjointe au téléphone à plusieurs reprises, parle à son gendre, parle à tout le monde qui est dans sa famille. Bref, là, les appelle pour dire « j'ai mal à la poitrine, j'ai mal au bras, la mâchoire, personne m'écoute. » Là, ça continue, se plaint de douleur, appelle à 12 reprises de suite là, sa conjointe entre 1h25 et 1h37 du matin. Finalement, il y a un infirmier qui arrive à 1h30, note au dossier que tout est normal, que monsieur est alerte. Lui continue à se plaindre. Et là, fait même sonner la cloche là, pendant la nuit. Là, l'alarme là, qu'il a avec lui, 4 reprises différentes. À 2h21, finit par dire encore une fois à sa conjointe « je suis en sueur, ça va vraiment pas bien ». On prend ses signes vitaux, on lui donne du Tylenol, mais on n'informe pas du côté de l'infirmier au médecin quoi que ce soit sur l'état du patient. Et quelques minutes plus tard, ses signes vitaux s'affolent, répond plus, décède dans les heures qui suivent. Donc, on a une radiation dans ce cas-là, comme tu le dis. Les conséquences sont lourdes, sont graves, Mario. Et pour cette fois-ci, on a encore une fois un infirmier
qui est radié, donc pour négligence de soins. Je me suis toujours demandé, parce qu'on l'a tous vécu, des fois en accompagnant quelqu'un, à la fois soi-même, puis on finit par se demander, est-ce que des gens qui donnent des soins tout le temps, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même sensibilité à une personne malade, ils voient juste ça, là, des gens qui ont mal ici, qui ont mal là, qui sont malades. Mais à un moment donné, tu te dis, est-ce qu'ils perdent leur sensibilité au point de devenir à risque, là, de dire, ah ben là tu sais, l'urgence est pleine, c'est plein de monde qui se plaignent, qui chialent. Et de perdre de vue, ouais, mais les gens sont probablement là pour quelque chose. Là, avec les délais d'attente qu'on a dans les hôpitaux, il n'y a pas tant de monde que ça qui se présente pour le fun. Puis, ben c'est ça. La fameuse Tylenol, là, ouais, la Tylenol, mais là, t'en échappes comme ça. Ça me... c'est certainement, là, les gens qui font des formations continues, rester vigilant, rester alerte, rester à l'écoute du patient et pas devenir blasé de dire « Ah, ben là, tout le monde se plaint. » Ben, ils se sont rendus à l'hôpital. Ils ont pris la peine de se rendre à l'hôpital. Partons de l'idée qu'ils ont quelque chose. Si jamais ils sont venus pour rien, ben tant pis, mais partons de l'idée qu'ils ont quelque chose. Économie. Si le gouvernement de la CAQ espérait qu'on arrête de parler de budget aujourd'hui, Mario, ben c'est raté. Parce que là, après les partis d'opposition, les groupes de pression, tout le monde qui a commenté le budget, ben là, aujourd'hui, c'est les agences de crédit qui se sont mises à avertir le gouvernement. Puis là, quand on parle d'agences de crédit, c'est des agences comme Moody's ou DBRS, Morningstar, qui, eux, au lendemain des budgets, font tout le temps cet exercice-là, Mario. Vont venir dire à quel point un budget, un déficit ou des surplus vont venir affecter la cote de crédit d'une entreprise. Parce que, pas d'une entreprise, d'un gouvernement. Parce que oui, les entreprises, les particuliers, les gens comme toi et moi, Mario, on a une cote de crédit, mais les gouvernements aussi. Et qui fixe, dans le cas des gouvernements, le taux de tes emprunts. Parce que quand on dit être décoté, c'est pas juste comme un déshonneur de dire « Ah ben là, Moody's a baissé la cote du Québec. » C'est aussi que quand ta cote est un petit peu plus basse, ça veut dire que des obligations du Québec, c'est comme un petit peu plus risqué. Et donc, ça veut dire que le taux d'intérêt que tu vas payer comme gouvernement du Québec sur l'ensemble de tes dettes va être plus élevé. Donc, il y a un prix à une décote. Il y a un prix financier. Oui, parce qu'on se comprend que votre taux hypothécaire puis que les taux de la Banque du Canada augmentent, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Mais là, quand on parle d'emprunt de milliards de dollars, Mario, c'est encore plus grave. Là. Tu fais bien de l'imager. Mais là, il n'y a pas de décote. Comprenons ça pour ce que c'est. Il n'y a pas de décote. Non. Mais le ministre Girard, aujourd'hui, disait que les partis d'opposition exagéraient. Peut-être pas complètement tard, les partis d'opposition exagèrent. Souvent, c'est le rôle quasiment de l'opposition d'exagérer les problèmes, de les mettre sous la loupe. Mettre sous la loupe. Mais le fait est là quand même. Les agences de crédit ont fait un rapport négatif sur le budget du Québec et clairement, tout à coup, ils mettent le Québec sous surveillance, alors que c'était pas le cas avant. Donc, on peut pas nier la réalité que les agences de crédit n'ont pas du tout aimé le budget déposé cette semaine. Le Monde. À Washington, on continue là, de faire ce changement de ton envers Israël. On se comprend? Israël et les États-Unis, c'est une alliance qui perdure depuis longtemps. Mais là, face à des élections qui s'en viennent, d'un côté pour Joe Biden, avec beaucoup d'électorat qui provient de la diaspora musulmane de par le monde, et avec, bien évidemment, les bombardements qui se multiplient là, du côté israélien sur la bande de Gaza et le bilan humain qui continue de s'alourdir là, d'heure en heure, eh bien, le chef de file des démocrates, c'est M. Chuck Schumer, là, qui est lui-même d'origine juive, aujourd'hui a pris des termes beaucoup plus forts, Mario. Il a littéralement appelé à ce qu'il y ait des élections en Israël. Mettant de la pression sur Israël, et je pense qu'il le fait un peu au nom de Joe Biden. Joe Biden a vécu beaucoup d'insatisfaction, a senti beaucoup d'insatisfaction dans les communautés arabes musulmanes, même dans les primaires. Et j'ai l'impression que là, on utilise un autre gros joueur de l'équipe sans mouiller Joe Biden, mais pour mettre de la pression sur Israël pour que les choses évoluent. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.